Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité. 19h, 21h, 18h, 20h, heure de Yopougon, en Côte d'Ivoire. Je suis heureux de retrouver la Côte d'Ivoire et l'Afrique après avoir été acquitté. Je suis ivoirien, mais j'ai appris en prison que j'étais d'Afrique. L'Afrique me soutient. Toute l'Afrique me soutient. Fin de citation. Deux déclarations fortes de Laurent Koudou-Gbagbo hier soir devant les centaines de milliers de partisans du Front populaire ivoirien venus l'acclamer devant son ancien quartier général de campagne. Rentré peu après 16h30 heure locale et GMT, Laurent Koudou-Gbagbo foulait pour la première fois le sol ivoirien 10 ans après avoir été chassé du pouvoir. C'était en avril 2011. Ce retour intervient 2 ans après son acquittement par la Cour pénale internationale en janvier 2019 et confirmé en appel le 31 mars 2021. Un retour rendu également possible par le feu vert d'Abidjan au nom de la réconciliation nationale. Au cours d'un conseil des ministres le 7 avril 2021, le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara avait indiqué que l'ex-président et son ancien ministre de la Jeunesse peuvent désormais rentrer quand ils le souhaitent. Le président Alassane Ouattara avait également tenu à préciser lors de ce conseil que les frais de voyage de l'ancien président ainsi que ceux de sa famille seront pris en charge par l'État ivoirien. Sauf que Laurent Koudou-Gbagbo est rentré hier, 17 juin 2021, sans son ancien ministre de la Jeunesse et fidèle lieutenant Charles Blé Goudé. La joie des retrouvailles entre Laurent Koudou-Gbagbo et ses partisans n'a pas empêché certains esprits de revenir sur la dernière affaire, celle dite du braquage de la BCEAO, qui a vu Laurent Koudou-Gbagbo condamné en janvier 2018 par la justice ivoirienne à 20 ans de réclusion et à une amende de 329 milliards de francs CFA. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Julien Berthe Bissaï. Quant à moi, je vous retrouve après pour Equinox Soir, deuxième partie. Ce sera le temps du débrief. Laurent Koudou-Gbagbo, leçon d'un retour au pays natal. Pour en parler, nous avons invité en plateau ce soir le professeur Jacqueline Koyok. Bonsoir, prof. Bienvenue. Bonsoir, Serge Alentou. Merci pour avoir convié pour cet important plateau. Voilà. Bonsoir, Emmanuel Kounier. Bonsoir, Serge Alain. Je dis bonsoir à mes co-panélistes ici présents. Je dis également bonsoir à tous les prisonniers politiques, ceux de Mfou, ceux de Yaoundé, ceux de Douala. Je leur dis de garder toujours le moral. Nous les visitons toutes les semaines. C'est parce que nous savons qu'ils sont sous le coup de la dictature. La dictature les a pris dans les taux. Et ils doivent savoir que nous vivons tous dans la dictature et que chaque fois qu'un pouvoir fait 40 ans dans l'histoire du monde, c'est une dictature. Donc ils ne doivent pas s'alarmer beaucoup. Ils doivent tenir bon et savoir qu'ils font un bon combat. Et nous pensons que nous allons dévisser cette dictature avec tous les efforts que nous sommes en train de mener ensemble. Bonsoir, Elie Tchema. Bonsoir, Serge Alain. Bonsoir, mes copanélistes. Et je ne manquerai pas, Serge Alain, de lancer un petit coucou à ces personnes de l'arrière-pays, parce que pendant un mois, j'étais dans l'arrière-pays et je me suis rendu à quel point votre journal est suivi. Je me suis fait dévisager par une maman qui m'a dit exactement, il y a plus d'1 mois, vous étiez à la télé. Je sais avec qui vous avez discuté. Et j'ai tenté de lui dire que c'était pas moi, mais en vain, puisqu'elle m'a rappelé exactement le mot que j'avais dit sur le plateau. Et par ailleurs, en prenant l'avion, je me suis fait dire par une dame qui enregistrait de vous dire bonsoir. Et bonsoir à tous les millions de téléspectateurs. Voilà, merci. Merci. Bonsoir, monsieur le maire, Jacques Maboula. Mon retour, ça fait un bon bout. Bonsoir, Serge. Ça fait un bout que je ne l'ai pas vu. Je suis très heureux de revenir sur votre plateau. On est tous débordés par nos activités. Et je voudrais dire également Akwaba à Laurent Gbagbo, Akwaba Africa, parce que c'est un grand homme désormais du continent.
mais surtout dire courage à tous nos enfants qui préparent des examens, de tenir bon, un jour meilleur est proche, il faut qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, particulièrement à tout le staff du séminaire Saint-Paul-de-Nilon qui se bat pour remettre les jeunes sur les rails, et aussi à Junior Bon qui vient de terminer son GC Advanced Level et qui est un fan de Serge Alain Autou et du 19h. Mais, monsieur le maire, vous avez ouvert la boîte de Pandore. Hein. Vous dites qu'ils font tout, ils ont donné le meilleur, mais ils n'ont pas été interrogés sur ce qu'ils ont appris toute l'année. Écoutez, l'intelligence aujourd'hui n'est pas statique, elle est dynamique. Bon, c'est déplorable parce que ça remet en question notre programme scolaire. Qu'est-ce qu'on développe, l'intelligence ou la mémoire? Il faut bien que les élèves commencent à s'adapter à cette nouvelle donne. Je crois que si vous regardez bien les sujets qui ont été donnés, ça appelle plus à l'intelligence qu'à la mémoire. Et je crois que ceux des enfants qui travaillent avec l'intelligence ont pu se reconvertir en un laps de temps très court. Et ça, c'est très important. Parce que le système que nous avons hérité du colon était un système qui nous orientait vers la fonction administrative, vers la fonction classique. Et on avait besoin des gens qui avaient une capacité de mémoriser. Et quand on sortait du programme habituel, vous étiez largué. Maintenant, aujourd'hui, avec l'innovation, la technologie, on a besoin de jeunes qui puissent adapter ce qu'ils apprennent à l'école à l'intelligence dynamique et donc à la réaction spontanée. Donc, c'est déplorable, mais je crois quand même pas que les cadres de l'enseignement n'ont pas mesuré le poids de cette variation au regard du quotient intellectuel des enfants que nous avons. C'est déplorable parfois, mais on fait avec. Professeur Koyok, vous avez regardé sûrement les images qui nous venaient de la Côte d'Ivoire hier. Un accueil, on va le dire comme ça, différent, parce qu'il y a quelques jours, il y a eu cette polémique, ce débat. Le pouvoir ivoirien voulait que ça se fasse dans la discrétion la plus complète, mais du côté du FPI, du camp Laurent Gbagbo, on voulait un accueil véritablement populaire. Est-ce que vous imaginiez Laurent Gbagbo rentrer en Côte d'Ivoire 10 ans après, même si c'était la nuit, sans que les partisans, ceux-là qui ne l'ont pas vu depuis 10 ans, ne viennent lui réserver cet accueil qu'on a vu hier? Oui, bon. Il est un grand homme populaire, Laurent Gbagbo? Oui, vous savez toujours qu'avant même qu'il n'aille au CPI, Laurent Gbagbo est originaire d'une très grande ethnie en Côte d'Ivoire. Et aussi, je peux dire que l'Afrique a commencé à changer parce qu'on voit maintenant les gens qui coopèrent, qu'ils soient de l'opposition ou qu'ils soient du pouvoir. Et nous savons tous que quand Gbagbo partait, c'était frais dans nos mémoires de penser au départ brutal de Kadhafi. Et puis, on ne regardait pas cela d'un bon oeil. Mais l'Afrique a eu le temps de regarder. Vous avez dit tout à l'heure, il a dit que c'est toute l'Afrique qui l'a accueilli. Mais il a surtout dit que quand il est arrivé à Bruxelles, quand il est même arrivé là-bas, on le confondait aux Camerounais. Parce que les Camerounais l'ont très, très soutenu. Et je peux dire que si les Camerounais ont soutenu Gbagbo, parce qu'ils ont une expérience de ce genre de choses au Cameroun, parce que les gens pensent que c'est seulement la Côte d'Ivoire qui soit capable de le faire, mais je veux simplement rappeler que le chef de l'État, le président Paul Biya, à travers une loi d'amnistie en 1991, avait fait autant pour tous les Camerounais qui ont contribué à notre histoire. Il avait même dit que même si les gens voulaient transférer les dépouilles de ceux qui étaient décédés à l'extérieur, ce serait à la charge de l'État. Donc moi, quand Gbagbo dit ça, que tout le monde croyait qu'il était Camerounais, c'est parce qu'il y a un exemple qui vient du Cameroun, qui venait déjà du Cameroun, et contrairement à ce que les nouveaux venus en politique pensent, c'est le Cameroun qui inaugure ce genre d'approche pour une démocratie apaisée. Donc je pense que le Cameroun, le président Paul Biya reste
le symbole de la réconciliation. Il reste même le modèle en Afrique parce que tous les présidents africains, ils le citent d'abord, c'est leur doyen. Et ils savent qu'avec Paul Biya, ils peuvent apprendre beaucoup de choses, contrairement à ceux qui sont arrivés tout récemment, racontent partout. Voilà, Emmanuel Kounié, sur la popularité de Laurent Gbagbo, pour vous, elle est intacte ou bien elle est allée grandissante au regard de ce que vous avez vu hier? Non, je vais vous dire ce que je pense, mais je suis toujours très étonné de voir ces gens du RDPC qui ne peuvent pas parler sans parler du président Paul Biya. Donc je reviens sur lui, restons en Côte d'Ivoire. Qu'on nous laisse avec le président Paul Biya chaque fois qu'on est sur le plateau, parce que je suis déjà fatigué d'écouter le président Paul Biya, même pour des sujets qui ne concernent pas le président Paul Biya. Ah bon, oui. Bon, ce que je voudrais dire que le président Laurent Gbagbo est rentré. Je crois que la Côte d'Ivoire nous donne là une leçon. Une leçon. La Côte d'Ivoire parle même au Cameroun. Les Camerounais ne savent pas se réconcilier. Voici le Cameroun qui est brisé depuis 4 ans bientôt. Les gens sont incapables de s'asseoir autour d'une table pour parler. Les gens vous disent on va discuter avec qui. Et aujourd'hui, on est en train, tout ce qui s'est passé à Côte d'Ivoire, c'est parce qu'il y a eu 3000 morts. Nous sommes à plus de 3000 morts dans une histoire qui ne se terminera, on ne sait pas pour quand. Mais personne, ça n'émeut personne. Moi, je crois que ce que le président Ouattara a fait est extrêmement important. Et moi, je lui tire un coup de chapeau. On va arriver sur l'aspect réconciliation. Je vais d'abord sur la ferveur populaire. Oui, les images. La ferveur populaire, quand vous avez été chef d'État, oui, vous aviez des partisans. Laurent Gbagbo a fait 10 ans au pouvoir. Donc, dans tous les cas, tous les services rendus, tout ce qu'il a pu faire pour Côte d'Ivoire, mérite que, quand il arrive, que au moins 20 à 30 000 personnes puissent sortir pour pouvoir lui accorder pour pouvoir l'acclamer, étant entendu qu'il a été amené à la Haye, au tribunal, à la Cour pénale internationale, dans des conditions assez troubles. Tout le monde sait que les élections qui sont passées en Côte d'Ivoire, ce n'étaient pas des élections. Personne ne peut me dire aujourd'hui qui a réellement gagné ces élections-là de 2010, puisque Laurent Gbagbo disait qu'on le voit, Ouattara disait qu'il a gagné. Par la suite, c'est allé dans tous les sens. Et puis, la communauté internationale a imposé Laurent Gbagbo. Mais Laurent Gbagbo a imposé Alassane Ouattara. Mais la vérité, c'est que quand quelqu'un est au pouvoir, il est au pouvoir. Même si c'est un coup d'État, dès que vous êtes installé, vous êtes au pouvoir. Donc, le pouvoir d'Alassane Ouattara ne fait l'objet d'aucune discussion pour le moment. Et je crois qu'il a fait preuve vraiment d'élégance par rapport, n'est-ce pas, à tous ces petits dictateurs que nous avons dans tous les coins d'Afrique, qui racontent des tas d'histoires, qui ont peur même de la souris. C'est-à-dire qu'à tout moment, ils voulaient sortir pour faire une petite manifestation en route. On dit non, on ne veut rien voir, on ne veut voir personne. Il faut absolument que tout le monde se couche et qu'on marche sur tout le monde. Je crois que ce qu'il a fait là. D'ailleurs, vous avez dit tantôt qu'il avait, n'est-ce pas, une condamnation. Une condamnation, cette condamnation. Puis janvier 2018, c'était tiré c'est par 20 les ans. cheveux. Dit qu'un chef d'État en poste a braqué la banque, tout ça, c'était tiré par les cheveux. Mais je crois qu'il s'est ravisé. Il s'est ravisé et puis il a laissé Laurent Gbagbo revenir. Et quand Gbagbo est venu, il a reçu l'accueil qu'il méritait. Je crois que seulement maintenant, à la Côte d'Ivoire, de mettre tous ces enfants autour d'une table, et puis d'aller dans le même sens. C'est vrai que 3000 morts, d'aucuns diraient que c'est court, mais chez nous, nous avons perdu 1 million de personnes pour avoir l'indépendance. En Côte d'Ivoire, je crois qu'il y a eu 0 mort. Parce que vous faites voyant que nous sommes indépendants, dans le calme et dans la sérénité. Nous avons perdu 1 million de personnes. Et aujourd'hui, ils ont perdu 3000 personnes. Nous en avons perdu près de 5000 dans le nord et le sud-ouest. Donc je crois que ces gens-là les Ivoiriens démontrent qu'ils ont un peu plus de maturité. Et puis, quand on va aller dans le débat tout à l'heure, je voudrais vous dire que la présence d'Alassane Ouattara, pour les Ivoiriens, pour ma part, ne peut pas être considérée comme une mauvaise chose. Parce qu'il y a eu une continuité réelle, n'est-ce pas, de développement de la Côte d'Ivoire. Quand vous regardez, même le PIB de la Côte d'Ivoire, c'est à 36 000 milliards, alors que le Cameroun n'en est qu'à 23 000 milliards. Quand vous regardez la production des produits de rente, c'est-à-dire le cacao qui permet d'avoir des devises, ils sont à 2 300 000 tonnes, le Cameroun est à 230 000 tonnes, 10%. Donc, c'est un pays qui est gouverné, et puis je pense que les Ivoiriens doivent se sentir bien avec vous. Voilà, et on va rentrer, permettez qu'on rentre dans la crise post-électorale. Elle est passée lorsqu'on voit Laurent Gbagbo rentrer pour le président Ouattara. C'est terminé, tout ça, 2011, le fâcheux épisode, c'est-à-dire décembre 2010 et avril 2011, c'est passé,
tout ça? Alors, Serge Alain, je dois dire qu'en politique, il faut parfois se méfier. Pour avoir suivi le président Ouattara, il a été habitué à certains propos et des changements juste après. Je dois tout simplement apprécier déjà le fait qu'il ait accepté que M. Gbagbo soit de retour, mais en revenant sur le président Gbagbo, il faut bien reconnaître que c'est un parcours du destin. En réalité, pourquoi il doit être aimé aujourd'hui et pourquoi tout le monde l'accueille? Gbagbo aurait pu mourir après l'assaut des militaires français dans sa maison. Mais on a retrouvé, vous vous souvenez de l'image de Gbagbo? L'image a été démentie, hein, que ce n'est pas les Français qui l'ont. Enfin, vous avez vu? On les a vus. Supposons que ce soit démenti, mais toujours est-il qu'on reconnaît qu'on a eu Gbagbo et toute sa famille tout nus et qu'il aurait sous ce coup-là pu mourir. Et juste après cela, il doit être déporté à la CPI. Après tout le temps de juridiction qu'il y a eu, à un certain moment, on s'attendait tout simplement à sa condamnation. Mais voilà qu'il est libéré. Je crois que ce destin-là est unique et ça fait encore plus l'attroupement, non seulement de tous ceux qui étaient de son parti, mais de toute l'Afrique, étant entendu que la position de Gbagbo était une position totalement panafricaine. Et qui fait que, même si aujourd'hui il évoque la réalité des Camerounais à Bruxelles, il ne faut pas oublier non plus que Gbagbo et Blé Goudé ont été défendus par une Camerounaise. Maître Kadji. Maître Kadji. Et je crois que, j'espère bien que le président Ouattara tiendra sa parole. Et je souhaite surtout que, pour éviter tout autre malentendu, que carrément il donne l'amnistie pour tout ce qui a été comme tribunal, pour permettre les 20 ans là. Voilà, pour permettre au peuple ivoirien d'aller vers la réconciliation. Voilà, on va donc recueillir enfin l'avis du monsieur le maire Maboula sur cet élan, cette ferveur autour de Laurent Gbagbo. Qu'est-ce qui a fait courir les Ivoiriens hier de l'aéroport international d'Abidjan jusqu'au QG? Qu'est-ce qui justifie cet engouement autour du président Gbagbo? Écoutez, l'histoire de Laurent Gbagbo, c'est l'histoire, son histoire s'inscrit aujourd'hui dans la logique messianique. Il me rappelle exactement un passage des Écritures qui dit « Il est descendu aux enfers et est remonté dans la gloire ». Et je crois que c'est le cas de le dire aujourd'hui. Laurent Gbagbo est un homme unique. Débarqué par les armes, il revient dans des ovations, auréolé de joie. C'est ça la grandeur d'un homme politique. C'est-à-dire que la force du temps n'a pas détruit ses convictions. La force du temps et des rapports de force n'a pas détruit sa vision politique et sa foi à ce panafricanisme qui est son credo aujourd'hui. Laurent Gbagbo, après Nelson Mandela aujourd'hui, est une icône, un appel à l'engagement. Qu'on soit ivoirien, qu'on soit camerounais, qu'on soit nigérian, Laurent Gbagbo est une incitation à la prise en main de notre destin. Ces femmes, ces hommes que nous avons vus sortir des maisons, courir sur des kilomètres pour escorter son véhicule, n'étaient pas emportés juste par l'amour d'un homme, mais par la foi en une vision qu'on a essayé de réprimer, de briser par les armes. Et au-delà des armes, au-delà des tribunaux, il en est sorti acquitté, libéré. Et je crois qu'il n'y a pas plus belle victoire en politique que celle-là. Je crois qu'on ne peut pas briser les convictions humaines. Sa conviction est restée inébranlable. Et je crois qu'il est venu préparer le terrain pour que la politique soit vraiment non plus une histoire où des réseaux s'affrontent aux armes, parce que c'est le cas de Laurent, on l'a débarqué par les armes, mais où la politique est la force des idées, où la politique est une vision, où la politique est d'abord la passion pour la construction nationale. Et je crois qu'aujourd'hui, même Ouattara, assis dans son fauteuil, ne saurait dire « j'ai rendu cet homme célèbre ». Et aujourd'hui, je ne dois m'en prendre qu'à moi-même. Monsieur le maire Maboula, vous parlez de débarquer par les armes. Est-ce que quelque part dans l'esprit peut avoir une tentation de la revanche de la part de Laurent Gbagbo? C'est pas dans sa vision. Laurent Gbagbo a toujours le sentiment qu'il est un pacifiste. Il est pour la non-violence. Il est pour que les Ivoiriens et les Africains en général s'engagent en politique
pas pour se servir, mais pour servir. Et cet idéal de l'intérêt général est sa première motivation. Je ne pense pas qu'un jour Laurent Gbagbo appellera à prendre des armes. Parce que Laurent Gbagbo s'inscrit dans la vision du révolutionnaire, un homme qui renverse l'establishment par sa vision, par ses convictions. Parce qu'il ne faut pas confondre révolution et rébellion. Ce n'est pas un rebelle. Laurent Gbagbo, c'est un révolutionnaire. Il imprime sa marque et il demande à la jeunesse de copier cet exemple et de s'organiser pour libérer l'Afrique de ce joug qui a fait de nous des vassaux de toute l'humanité. Et je crois que Laurent Gbagbo est dans une dynamique où il a déjà terminé son tableau de marque. Et je crois qu'aujourd'hui, les Africains ne cherchent qu'à l'imiter, le copier et parler de lui comme un homme qu'ils ont connu du vivant. Et je crois que c'est la seule chose qui nous reste à prendre auprès de Laurent Gbagbo, parce que c'est tout un livre vivant. Voilà, pour Koyok, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé acquittés en 2019, définitivement en appel, c'était en mars dernier, et une semaine après, le président Ouattara, au cours d'un conseil, disait comme ça que les deux, c'est-à-dire Charles Blé Goudé et le président Laurent Gbagbo, pouvaient rentrer en Côte d'Ivoire, le moment qui leur plaisait. Pour vous, le président Ouattara, c'est quand même un geste fort aussi, qui rentre dans le processus de réconciliation. Moi, je pense que de la Côte d'Ivoire. Tout est à l'acquis du président Ouattara, parce que en réalité, ce n'est pas parce que 10 années sont passées. Quand le président Laurent Gbagbo part de la Côte d'Ivoire, c'est un pays en chute libre. Le taux de croissance était de moins 4%. Et puis, il y avait... Vous rejoignez Emmanuel Kougné qui dit que... Voilà, pour une fois, hein. Oui. Emmanuel Kougné, c'est bon, non? Le rythme est bon, non? Ouais, c'est assez suffisant. Oui, mais moi, je vois plutôt la mainmise des organisations internationales par rapport au départ de Laurent Gbagbo, et que, vous savez, M. Ouattara, c'était un ancien fonctionnaire des institutions de Bretton Woods. Il a toujours eu leur soutien quelque part. Et puis, moi, je déplore quand même cette mainmise de l'Occident sur la gestion de nos cités. Et je veux simplement dire, il faut féliciter le président Ouattara, parce qu'en homme politique, il savait qu'en accordant le retour à Gbagbo, cela allait rendre Gbagbo populaire. Mais je pense que c'est quelqu'un qui n'a plus besoin du pouvoir. Il a tenté de donner à un premier ministre qui est décédé. Je pense qu'il s'est résolu, ce qu'il a fait, ce qu'il avait à faire. Maintenant, il a ouvert la porte à M. Gbagbo. Et moi, je me dis, il faut que M. Gbagbo sache utiliser la main tendue. Et que... Donc, vous voyez le président Gbagbo revenir pour la prochaine présidentielle? Bon, apparemment, dans son camp, on dit qu'il ne reviendrait pas. Il a quand même trouvé quelques députés élus de son parti. Oui. Mais s'il reste... Y compris son fils, hein, Michel Gbagbo, il voilà. est député à Yop. S'il reste comme un ancien président, je crois que ce n'est pas un problème. Mais s'il veut revenir, je crois qu'il va trouver d'autres devant lui, pas nécessairement. D'autres, c'est qui? Le président Konan Bédié? D'autres veulent aussi ce pouvoir. Et je me dis, s'il est prévoyant, s'il peut anticiper les choses, le président Ouattara a dit qu'il va lui donner le statut d'un ancien président. Oui. Je crois qu'il doit se contenter de tout cela. Contrairement à ce que nous vivons ici, où personne ne veut reconnaître ses torts, tout le monde a raison, tout le monde insulte. Ouattara a su le faire parce que Gbagbo a quand même gardé de la tenue. On n'a pas entendu les injures partout, on n'a pas entendu les insultes partout. Mais je pense que c'est cette attitude-là parfois qui rend nos dirigeants au pouvoir plus rigoureux qu'ils ne le voulaient. Mais je crois que son attitude a flatté le président Ouattara. Et c'est cette attitude-là que nous demandons
à nos leaders d'opposition qui pensent que ce n'est pas les injures et la force qu'on arrive au pouvoir. Donc, je sais le président Ouattara a dit qu'il va lui accorder le statut d'un ancien chef de l'État. Okay. Je crois qu'il devrait se contenter de cela. Okay. Voilà, Emmanuel Kounié, on sait quand même qu'il y a un terme incontournable en Côte d'Ivoire, c'est réconciliation. Mais je souhaite qu'on parte d'abord de la propre formation de l'FPI. On sait que c'est divisé. Il y a le FPI à Finguessan. Est-ce que, maintenant que Laurent Koudou Gbagbo est rentré, Pascal Affinguessan devrait, peut-être entre guillemets, s'effacer au profit de Laurent Gbagbo? Je crois que... Pour qu'il y ait un seul front populaire ivoirien. Je crois que le front populaire ivoirien va faire son nettoyage. Le front populaire, il y aura une unité de voix. Oui. C'est le front populaire ivoirien. Je crois que si Affinguessan a pu faire ce qu'il a fait, c'est parce que le président Gbagbo était très loin. Très loin, et puis il y avait beaucoup de gens qui avaient des positions un peu très compliquées, qui pensaient même qu'il fallait rien faire, il fallait attendre. Oui. Bon, alors, Affinguessan, il disait Gbagbo ou rien. Il disait que non, il faut quand même participer. Pendant qu'il n'y ait pas, il faut qu'on voit participer aux élections. On peut exister. Donc il a fait ce qu'il a fait, et je crois que Affinguessan... Donc vous pensez que ce problème sera résolu dans le prochain mois? Autour de Gbagbo, tous ces gens sont ses enfants. Je ne pense pas que quelqu'un puisse se lever pour dire non, je vais diviser le FPI en 2, en 3, en 4. Non, je ne pense pas. Je pense qu'au sein du FPI, ça va prendre peut-être un peu du temps, le temps de faire des consultations et de s'entendre, mais je suis presque sûr qu'ils vont faire... Ils ont tout intérêt d'ailleurs à faire front commun à l'intérieur du FPI pour affronter la vie politique qui un mastodonte RHDP. Oui, RHDP encore que c'est une mosaïque de choses plus ou moins homogènes qui constituent le RHDP. Donc Laurent Gbagbo va dans un premier temps essayer de créer de l'harmonie dans son camp. Et je crois qu'il a toute la capacité, tout le pouvoir pour le faire. Maintenant... Et vous le voyez en retrait un peu comme bien développé pour non, il a juste le temps de se reposer. Quel avenir politique il a le temps de se reposer. Non, je crois que les gens pensent qu'il est affaibli et tout. La prison, c'est ça. Moi, j'ai vu des gens, des personnalités en prison ici, à Douala, qui marchaient même sur des chaises roulantes. Mais dès qu'elles ont été libérées, 1 mois, 2 mois, 3 mois, ils font du sport et tout ça. Donc, ces personnes-là ont repris leur forme. Non, je crois que Laurent Gbagbo a encore toutes ses capacités, il peut faire beaucoup de choses. Et je crois que, contrairement à ce que nous pensons, la libération de Laurent Gbagbo, le fait de permettre à Laurent Gbagbo de retourner en Côte d'Ivoire ne peut pas être la volonté tout simplement de M. Ouattara. Vous savez bien que M. Ouattara est arrivé là-bas, comme nous le savons, par la communauté internationale. C'est sûr que dans ces officines-là, on a estimé que pour des raisons particulières, et pour l'honneur même de la communauté internationale, parce qu'en réalité, Laurent Gbagbo est le premier chef d'État africain qu'on traite comme ça à La Haye. Et puis, les Africains du nord, du sud, de l'est à l'ouest ont réagi vertement. On essayait de démontrer que l'Occident est en train de se constituer en adversaire de l'Afrique. Donc, eux aussi, de ce côté-là, c'est un geste pour essayer d'apaiser, parce que les vérités qu'il y a eu entre l'Occident et l'Afrique ne mettaient pas, n'est-ce pas, les Occidentaux toujours en bonne posture, étant entendu qu'on a vu quelqu'un comme M. Sarkozy venir à l'installation d'abord dire qu'il donnait 3 jours au président Gbagbo pour quitter le pouvoir, et dire que c'est Ouattara qui a gagné les élections, et le jour des élections, venir descendre les escaliers et puis se pavaner et faire comme si c'était lui le maître des lieux. Donc tout cela a mis mal à l'aise les Africains. Un peu comme le président Macron au Tchad? Plus ou moins. Et maintenant, plus ou moins? Comment? Plus ou moins. Disons que Macron était au Tchad, mais ce que Sarkozy a fait était quand même plus grave. Parce qu'il a dit qu'il donnait 3 jours à un ultimatum. Un ultimatum. Et puis, il ne peut pas, aujourd'hui, ne peut pas nous expliquer à quoi ça retournait, ce genre de déclaration. Donc, Macron fait presque la même chose, mais avec un peu plus d'élégance. Je crois qu'on doit pouvoir comprendre que si la position de M. Ouattara évolue, ça évolue parce que c'est commanditaire. Les gens qui l'ont amené au pouvoir, leur position également évolue. Et je crois que ces gens-là ont tout intérêt, parce que tous ont des intérêts en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, tous ceux qui étaient dans comment vous appelez, la force française qui était là-bas, Balkan. La force, non pas Balkan, la force
enfin, il y avait une force française qui était en Côte d'Ivoire à l'époque. Tous ces généraux, tous ces officiers qui étaient là sont devenus des hommes d'affaires en Côte d'Ivoire. Ils ont des biens, ils ont acheté des maisons. D'ailleurs, le mari de Fatou Bensouda est un juif, il fait dans l'immobilier et puis il a disposé de beaucoup de terres là-bas. Donc, ils ont eux-mêmes tout intérêt à ce que la paix revienne en Côte d'Ivoire parce qu'ils ont plein de biens là-bas. Donc, moi, je crois que les choses vont bien se passer. Et ils pensent également qu'ils ont montré à Gbagbo de quoi ils sont capables et que même si Gbagbo devenait président, il gérerait la Côte d'Ivoire d'une certaine manière, pas comme par le passé. Donc, moi je crois que ce n'est pas une mauvaise chose, c'est une très bonne chose pour la Côte d'Ivoire, pas seulement pour Laurent Gbagbo, ni pour Ouattara, pour la Côte d'Ivoire elle-même, parce que aujourd'hui, les Ivoiriens, tous les Ivoiriens ont intérêt à se réconcilier parce qu'il n'y a plus de raisons de batailler. Il n'y a plus de raisons de batailler. Ils ont bataillé, ils ont vu que ça ne leur a pas servi à grand-chose et aujourd'hui, le retour de Laurent Gbagbo les amène à s'interroger, à se demander est-ce que cette bataille valait vraiment la peine. Okay. Parce que il a été dit qu'au moment où cette crise électorale avait cours, les gens appelaient même des États-Unis, il y a la dame d'un président des États-Unis qui a appelé Gbagbo pour dire la communauté internationale a décidé que ce n'est plus toi qui dois être au pouvoir. Okay. Et ce sont des propos comme ça qui ont amené Gbagbo à ne pas comprendre comment est-ce qu'on pouvait désigner, nommer le président de la Côte d'Ivoire à partir de l'extérieur. Donc, je crois que tout est bien qui finit bien. Gbagbo n'est pas mort, il est revenu. C'est vrai qu'il a 10 ans mis entre parenthèses, mais je crois que les Ivoiriens doivent pouvoir, n'est-ce pas, capitaliser cela. Encore que, entre-temps, le patrimoine national, je veux dire les actifs nationaux de la Côte d'Ivoire, même si elle s'est endettée, les actifs nationaux que ça a produit sont perceptibles et la Côte d'Ivoire a eu, n'est-ce pas, une avancée, parce que je voudrais vous dire que le PIB de la Côte d'Ivoire aujourd'hui est de plus de 36 000 milliards. Ok. Voilà, effectivement, depuis qu'on a annoncé le retour de Laurent Gbagbo, il y a toujours, on entend toujours ces discours des victimes de la crise post-électorale. Est-ce que tout ça est-ce qu'on est parti véritablement pour une véritable réconciliation en Côte d'Ivoire? C'est toujours parler les victimes, de la crise. Nous pouvons d'abord rester dans l'euphorie de l'événement qu'on a aujourd'hui avec le retour de Laurent Gbagbo. Toutefois, il faut dire que sa libération a laissé d'un côté en toi tous ceux qui avaient été des victimes. Mais il faut se dire que le retour de Gbagbo n'est pas un retour innocent de la part de M. Ouattara. Parce que vous savez bien qu'après les élections, avec tous les problèmes qui se sont posés, il était déjà dans des sales draps. La libération de M. Gbagbo vient poser un autre problème et en tant que fin politicien, il équilibre la situation et il est obligé de faire passer la bascule de ce côté-là. Et maintenant, on a totalement oublié que les élections ont posé pas mal de problèmes et qu'on a passé tout le temps à discuter. Par ailleurs, il ne faudrait pas oublier que Gbagbo est un homme de paix. C'est Gbagbo qui, au moment des élections, je crois que c'était avant 2010, repêche Ouattara du problème de l'ivoirité. Oui, oui. C'est-à-dire que voilà, on régnait Ouattara, mais il autorise à Ouattara de se présenter comme ivoirien. Voilà. Quant à ce qui concerne l'avenir de M. Gbagbo, dans ces termes, quand il dit qu'il pensait qu'il était ivoirien et qu'à la sortie de la prison, il se sent africain, je crois que Gbagbo se met au-dessus du lot. Sauf erreur de ma part, je crois qu'aujourd'hui, si tout ce qu'on a dit est vrai, parce qu'en réalité, on a parlé de son indemnisation par rapport au temps mis en prison. Oui, justement. Je crois que son indemnisation au moins permet à Gbagbo de vivre en paix. Et aujourd'hui, n'est plus briguer la présidentielle. Je peux dire que votre avis, vous rejoignez. Non, je suis pas en politique. Je sais que les hommes politiques savent s'accrocher. Oui. Mais je pense tout de même que l'aura qu'a M. Gbagbo aujourd'hui le met au-dessus de Ouattara par rapport à ce qu'il a vécu, par rapport à ce qu'il représente aujourd'hui. Pour ma part, rentrer dans la politique, ce serait ternir toute l'image qu'il a aujourd'hui. À la limite, ce que je pense, c'est qu'il a été avec un fidèle des fidèles qui est Blé Goudé. Charles Blé Goudé. Et je pense que Blé Goudé
semble être pour moi celui qui va se battre. Et Gbagbo pourrait être plutôt l'élément fondamental pour la réconciliation en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, sur sa position, il pourrait l'utiliser pour aider tout le monde à revenir vers la réconciliation. Mais il faut le dire, ce que Gbagbo a vécu, le maire l'a dit tout à l'heure, c'est pas un humain normal. Donc rentrer aujourd'hui et courir dans le champ des politiques serait tout simplement, à la limite, je dis bien être fou, comme tous les hommes politiques, le pouvoir par tous les moyens. Mais à mon avis, je crois quand même qu'il doit, enfin, il devrait tout faire pour se mettre en retrait, parce qu'il peut être au service de beaucoup de dirigeants africains. Ok. C'est le même, Laurent Gbagbo, c'est comme ça que vous voyez la suite, un peu en retrait. Je crois que Laisser Charles Blé Goudé piloter. Ça, c'est une chose possible, mais il faut laisser les acteurs se concerter. Oui. On ne peut pas voir dans une boule de cristal. Est-ce que le président Gbagbo gagnerait, est-ce qu'il gagnerait davantage en restant en retrait? Un sage qu'on consulte. Non, je parce pense que revenir briguer un mandat présidentiel, est-ce que ça ne va pas? Première des choses, je pense que le président Laurent Gbagbo devrait faire en sorte que ce qui lui est arrivé n'arrive plus jamais à un président en Côte d'Ivoire. Oui. Rien qu'à ce titre, il devrait reprendre en main les institutions pour les réformer. Parce qu'il a vécu l'enfer. Et il sait pourquoi c'est arrivé. Et il devrait faire en sorte que ça n'arrive plus jamais. À ce titre-là, moi, je pense que Laurent Gbagbo, en tant que vivant, homme politique, devrait se dire, pour que cette histoire n'arrive plus jamais à un leader, réformons nos institutions, allons vers l'état de droit, allons vers la souveraineté du peuple, allons vers l'égalité des chances et tout ça. Ceci dit, je crois qu'il a appris de cette histoire. Laurent Gbagbo, c'est un homme politique peu ordinaire parce que il prend le pouvoir quand tout le monde ne veut pas aller aux élections. Ça veut dire qu'il y a comme une force invisible qui lui dégage le chemin. Et il prend le pouvoir. Il quitte le pouvoir par la force militaire. Et il revient comme un messie. Il y a toujours quelque chose qui se passe autour de ce bonhomme qui m'amène à penser qu'il n'est pas un homme singulier. Et aujourd'hui, il doit terminer un travail qu'il a commencé. L'ère démocratique en Côte d'Ivoire commence avec Laurent Gbagbo, il faut le savoir. Avant ça, on avait un militaire. La véritable élection démocratique en Côte d'Ivoire commence sous Gbagbo. Et je crois que ça va être le père de la démocratie ivoirienne. Et il doit terminer ce combat démocratique pour mettre des institutions fortes. Parce qu'il n'a véritablement pas dirigé, hein. La rébellion, c'était... La rébellion a commencé en septembre 2002. Exact. Jusqu'en avril 2011, lorsqu'il tombe. Exact. Donc c'est pour dire qu'il a commencé un chantier démocratique qui est inachevé. Il doit terminer ce chantier démocratique pour mettre en place un état de droit, des institutions fortes qui permettent à l'Afrique de revivre en tenant compte des rapports de force qu'il y a sur la scène internationale, ce qu'il a appris. Et j'imagine que sa prison devait être plus qu'une ambassade diplomatique parce que, au regard du poids de la Côte d'Ivoire, poids économique, poids financier, je m'imagine tous ces hommes qui se rendent compte, tiens, on ne peut pas faire la Côte d'Ivoire sans ce monsieur, ont dû lui faire la révérence en prison. Et je suis sûr que Blé Goudé, là où il est, continue de faire un travail qui va certainement donner sa face visible d'ici quelques mois. Et l'incapacité de Ouattara à pérenniser son réseau, il a essayé avec un premier ministre qui est décédé, il a pris un deuxième bonhomme là qui, je ne sais pas où il est vivant, où il est mort, bref on l'annonce mort-vivant. Non, il est vivant. Donc, je peux dire une chose, c'est que Essachi est vivant. Le réseau actuel va être obligé de composer avec Laurent Gbagbo. Parce que si nous allons vers des élections transparentes, libres et démocratiques, il y a de fortes chances que le réseau, du moins le parti de Laurent Gbagbo, revienne aux affaires. Ceci dit, on ne peut pas bâtir une nation dans la division. Il faut se réconcilier. Réconcilier sur le plan politique, réconcilier sur le plan économique, réconcilier au regard de tous les enjeux qu'il y a en Côte d'Ivoire, parce qu'il s'agit ici du business. Et le business, tout le monde doit préserver ses intérêts.
Et je crois que c'est ce maillon-là que Gbagbo n'avait pas quand il a été débarqué du pouvoir. Aujourd'hui, il a pris conscience de la nécessité d'intégrer ces enjeux dans la gestion et l'exercice du pouvoir. Et je crois qu'il peut être désormais un président qui réconcilie les Ivoiriens et qui permette à toutes les forces politiques et économiques qui se trouvent en Côte d'Ivoire d'agir à l'unisson pour construire une grande Côte d'Ivoire. Ouattara a fait quelque chose de bien, c'est-à-dire qu'il a monté les paramètres économiques. La Côte d'Ivoire à un certain niveau, il a bâti des infrastructures respectables, ce qu'on n'a pas vu depuis ces 30 dernières années en dehors de, je crois que c'est la Tanzanie qui a fait pareil. Mais Ouattara a bien travaillé, il faut le reconnaître. C'est-à-dire qu'il a mis la Côte d'Ivoire à un niveau de développement infrastructurel tel que, quand vous arrivez en Côte d'Ivoire, je dis, vous dites, waouh, il y a quelque chose qui s'est passé en quelques années. On ne peut pas le nier. Mais aujourd'hui, entre construction nationale et réconciliation politique, il va falloir que tous s'asseyent, qu'ils discutent. Je voudrais revenir sur la division au sein du FPI. Oui. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de division. C'est ce qu'on appelle l'absence. Oui, oui. L'absence crée ce qu'on appelle... Vous savez qu'il y avait deux camps qui s'opposaient. Hein. Ceux qui disaient Gbagbo ou rien, c'est-à-dire que tant que le président Gbagbo est en prison, il n'y a pas de main. De l'autre côté, on dit non, on ne va pas tout laisser au RHDP. Il faut quand même aller aux élections. Le pays a fini ça. L'absence vous permet, en politique, de faire face à ce qu'on appelle les opportunistes, oui, mais aussi à ce qu'on appelle les fidèles. Et c'est de ça qu'il s'agit. Hein? Oui. Maintenant que l'absence a été comblée par la présence, oui, l'ordre va revenir. Oui. On dit souvent, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Maintenant, il n'y a pas plus force charismatique. Il n'y a pas plus grande force charismatique au sein du FPI que Gbagbo. Il suffit qu'il tousse et l'ordre revient. Parce que personne ne peut battre Gbagbo au sein du FPI. Tu veux devenir quelqu'un au sein du FPI, tu dois avoir le soutien de Gbagbo. C'est clair. Maintenant, si tu veux plus du FPI, tu peux aller au RHDP. Vous êtes libre. Mais ce qui est sûr, Laurent Gbagbo est une icône qu'on ne déboulonne pas avec juste une volonté. Il faut plus que cela. C'est une énergie qu'on ne déstabilise pas. Et les Ivoiriens aujourd'hui le savent. Je crois que pour faire honneur à l'Afrique, Ouattara, Laurent Gbagbo devrait se réconcilier au-delà de tout ce qui a été fait. Remercier aussi Ouattara pour avoir bâti ce qu'il a pu bâtir. Voilà. Pardonner pour ce qui a été fait au nom du pouvoir et se dire que nous n'avons qu'une seule Côte d'Ivoire, nous n'avons qu'une seule Afrique. Nous devons la bâtir à l'image des grandes cités, à l'image des grandes cathédrales, à l'image de tout ce qu'on a vu dans le monde, parce que l'Afrique a toujours une place de choix dans la vision scientifique de tout ce qui a été fait depuis ces derniers siècles. Il faudrait que l'Afrique, au sens même du bien-être, retrouve sa place dans le fleuron, comme on dit, sur la scène internationale. Et je crois que c'est à partir des politiques que nous allons pouvoir réconcilier les Africains entre eux. Si vous permettez. Oui. C'était pour revenir sur les propos de M. le maire, en insistant sur le fait du retour de Gbagbo. Je crois quand même qu'il faut mettre chaque chose dans son contexte. Et 2010 n'est pas 2021. Et lorsque je vois Laurent Gbagbo, Ouattara et le troisième... Charles Blé Goudé? Non, Bédié. Oui. L'Afrique a aujourd'hui besoin d'une autre génération. Que ces trois-là se constituent et fassent, je dirais, tout ce qui est paix pour permettre à une génération de prendre, je serais d'accord. Mais si vous voyez bien, les trois correspondent à la catégorie d'âge qui dirige aujourd'hui l'Afrique. Et si vous êtes d'accord que les mêmes soient là tout le temps, ça veut dire qu'il n'y aura personne pour permettre aux autres de prendre la place. Et on se trouve là dans la réalité africaine qui doit toujours trouver l'homme le plus indispensable. Gbagbo a fait des choses, ça reste une icône. On doit s'appuyer sur lui pour avancer. Et c'est pour cela que je disais tout à l'heure qu'il doit utiliser toute cette expérience, le trio de Côte d'Ivoire, Gbagbo, Konan Bédié, Ouattara, en faisant ce que vous appeliez tout à l'heure une réconciliation normale et en donnant à la Côte d'Ivoire une nouvelle génération de dirigeants avec tous les conseils qu'ils auront fait pour eux. Vous avez bien fait de dire que vous n'êtes pas un homme politique. Non, c'est impossible. Parce que il dit que c'est impossible. C'est impossible. Parce que je vais vous dire une chose, à un certain niveau de la politique, c'est des rapports de force.
Qui Et détruisent tout aujourd'hui, finalement. non, même en France, les rapports de force, ça s'impose. Sauf qu'ils Même aux changent États-Unis, les rapports de force, ça tout le s'impose. temps. Ce qu'on doit tirer ici comme leçon, c'est que l'homme qui a plus de chances de reprendre la Côte d'Ivoire après Ouattara, c'est Gbagbo. Et si il devait être le prochain président, même à travers une transition politique de 2-3 ans, ce serait pour la réforme des institutions en Côte d'Ivoire, afin que ce qu'il a subi n'arrive plus jamais aux dirigeants. Et que cette école-là serve de base pour bâtir les autres nations en Afrique. Moi, je crois qu'on a besoin de Gbagbo à ce niveau, sur la réforme des institutions et la réconciliation politique et économique de nos pays. C'est à ce site-là que je demande à Gbagbo de reprendre le flambeau pour montrer, pour terminer son chantier qui est en fait le chantier de la démocratie, de la naissance de la République en Afrique. Parce que pour l'instant, on n'a pas encore de République en Afrique. Emmanuel Kouy. Oui, je crois que le maire a absolument raison. Il a absolument raison parce que il ne faut pas parler de transition générationnelle pour le faire. Il faudrait qu'on comprenne qu'il y a un minimum de choses. Vous avez vu, quand Mandela est sorti de prison, il était bien avancé en âge. Il aurait pu justement devenir l'icône qui est resté à côté et qui conseille les gens. Mais il a fallu qu'il prenne le pouvoir, qu'il fasse un mandat et qu'il reparte en tant qu'ancien chef d'État après avoir mis sur pied un certain nombre d'institutions, après avoir enseigné en tant que chef d'État aux Africains du Sud la réconciliation. S'il était à côté et puis quelqu'un était là et lui disait bon, il faudrait qu'il y ait la réconciliation, dans tous les cas, je ne suis pas sûr qu'on aurait eu le résultat, on se serait peut-être trouvé dans la situation du Zimbabwe. Donc, moi je crois sincèrement que Ouattara a fait son coup de force et il a fait un travail. Tout le monde voit le patrimoine, les actifs qu'il a laissés avec la massification des investissements en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire peut se dire fière de ses investissements. Parce que quand il y a des investissements publics comme ça provoque des économies individuelles. Hein. C'est-à-dire que s'il y a un métro de Ndokoti à Bonanjo, où on paye 100 francs dans le train pour arriver à Bonanjo, au lieu de payer 500 francs, vous gardez 400 francs dans vos poches. Ça veut dire que ces investissements-là, chacun ressent une économie dans sa poche par rapport à l'investissement public qui est mis en place. Donc, ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire est important, mais sur le plan politique et social, on a besoin de quelqu'un qui peut arrondir les bords. C'est Laurent Gbagbo. D'ailleurs, quand Laurent Gbagbo est là, il a essayé tout, avec les cartes d'identité, avec enrôler tout le monde pour qu'on ait l'élection, etc., avec l'ivoirité qu'il a fait sauter. Il a essayé ce qu'il pouvait, mais il y avait une résistance forte. Et puis, des bandes armées qui l'ont empêché, n'est-ce pas, de mettre... Donc moi, je crois qu'il a un travail qu'il a commencé. Et puis, qu'on le veuille ou pas... Concept d'ivoirité, voilà, qu'on le veuille ou pas, si vous allez maintenant, parce qu'il faut mettre un jeune, nous prendre un jeune pour le mettre là, vous avez vu en France avec Macron, ça va dans tous les sens avec les gilets jaunes et maintenant, c'est la gifle, on finit par la gifle, et ça va dans tous les sens. Maintenant, même chez nous, on a vu des jeunes à qui on a donné certaines responsabilités. Aujourd'hui, on est en train de mettre les deux mains sur la tête avec le ministère de la Santé, le jeune Manaouda qui était très bon. Bon, aujourd'hui, non, je crois que les jeunes, il faut leur donner les responsabilités, mais il faut les mouler, leur donner la possibilité de comprendre le sujet. Et je crois que ce qui est en Côte d'Ivoire aujourd'hui est monumental, l'œuvre est monumentale. Il faudrait que des institutions solides se mettent en place. Okay. Et je crois que Laurent Gbagbo, comme a dit le maire, est la personne indiquée pour le faire. Vous maintenez, professeur Nkoyok, que Laurent Gbagbo doit laisser les autres? Non, pas laisser les autres. Il ne faut pas qu'il y ait un clash entre Laurent Gbagbo et le président Ouattara. Le président Ouattara a réalisé tout ce qu'il a réalisé parce qu'il a eu le soutien de la communauté internationale. Oui. Gbagbo n'a pas le même soutien. Donc s'il revient aujourd'hui, on va voir une régression du développement en Côte d'Ivoire. Donc c'est pour cela qu'il doit se mettre de côté, oui. Et puis peut-être être le président de son parti et conseiller les jeunes de son parti. Merci pour son revient après le journal de Julien Berthe. Mais avant cela, il passe de pub. Retour sur le plateau Equinoxoir, deuxième partie, c'est le temps du débrief, toujours en compagnie de Jacques Maboula, Emmanuel Kounié. Il est là, la seule dame du plateau, professeur Jacqueline Nkoyok et Elie Tchebman. Professeur Nkoyok, c'est vous qui avez la parole avant le 20h. Je commence également, une fois de plus, par vous. Ça devient récurrent, hein? On va dire, ces cas-là, tout le temps, et c'est le même scénario. Hein? Quelqu'un apparaît
vient présenter un titre foncier. Comment ça se passe? On n'a pas vu ces personnes s'installer. Pourquoi ça apparaît toujours quand les gens ont déjà, entre guillemets, investi? Comment comprendre ce scénario? C'est peut-être un défaut d'information. Oui. Il y a toujours, au niveau de la communauté urbaine, un plan d'urbanisme, mais que beaucoup de personnes ne consultent pas. Donc, avant de commencer un investissement, renseignez-vous si l'État n'avait pas déjà planifié de construire quelque chose, ou alors si la zone est non édificante. Parce que les gens croient que parce que c'est un marécage, donc alors que c'est interdit d'y investir, ils s'installent parce que ça coûte moins cher, alors que c'est au risque de leur vie. Bon, maintenant, pour ça, là, vous êtes pour... dans le cas où ça appartient à l'État, bon, les marécages, ça c'est la propriété de l'État. Mais si on a une situation où quelqu'un vient, il dit non, ça, il brandit un titre foncier, il dit qu'il est le propriétaire. Il vient avec des gros bras, des engins, et on met tout ce qu'on trouve dessus à terre. S'il a un titre foncier, il est question de vérifier si c'est un titre authentique. Et pendant ce temps, les engins sont déjà passés. Hein? Non, mais c'est une façon de dire. Parce que il y a des... Moi, je connais là où je suis là-bas, les gens ont été même dédommagés depuis des années. Ils disent toujours que l'administration agit lentement. Donc peut-être ce sera après 50 ans. Ben, quand on vient les déguerpir, peut-être que ceux qui sont là sont de bonne foi, mais les personnes qui leur ont cédé ces espaces savent qu'ils ont reçu quand même des avertissements. Ils ont été sommés de partir parce que je ne vois pas une administration publique qui casse et qui n'avertit pas. Mais il y a une malhonnêteté des personnes qui, sachant que l'espace est à déguerpir, revendent ces espaces à d'autres personnes qui ignorent que ces personnes avaient déjà été sommées de partir il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. Donc je ne vois pas l'administration en train d'agir de cette manière. Élitement sur ce, on va dire comme ça, ce spectacle regrettable, hein? Je dis, ça passe pas 2 mois sans que on voit des populations complètement affolées qui crient, qui voilà, on est venu tout raser et il y a toujours quelqu'un qui brandit un titre foncier. Serge Alain, le foncier est dans notre pays un des vecteur du sous-développement le plus grave. J'ai le plaisir d'avoir devant moi les politiques et j'y rêve le jour où l'homme politique va se pencher sur ce problème-là. Comment peut-on imaginer un pays de 475 000 km²? Nous parlons de Douala, et si vous prenez Yaoundé, Douala a une population d'environ 3 793 000 habitants. Yaoundé, 4 100 000. Et ça représente environ 7 800 000 sur une superficie de... Yaoundé est plus peuplé que Douala? Ah oui, sur une superficie de 390 km². Alors, vous imaginez 26% de la population du Cameroun qui habite sur 0,00 infini de l'espace de notre pays. J'ose espérer que cette casse va pousser les politiques dans leur programme à planifier, à faire un aménagement du territoire qui permette que cet exode rural à la course de 2 grandes villes ou de quelques-unes qui amène aujourd'hui cette scène qu'on trouve tous les soirs puisse être résorbée. Parce que ça devient un problème pour les populations. Beaucoup en meurent à cause de ces casses. Beaucoup qui vivent dans ces marécages ne vivent pas pour longtemps. Il est donc temps que les politiques commencent à penser à une réelle logique d'aménagement de territoire qui puisse aider nous. Avec 30 millions d'habitants, sur 475 000, on ne sera jamais développé. On ne peut se développer que sous une pression démographique. Il n'y a pas de développement pour un peuple qui n'a pas de pression démographique. Alors, lorsque, sur quelques mètres carrés, on se trouve dans un théâtre quotidien où ça fait la casse, c'est triste. Okay.
Manuel Kounié, ce spectacle. Oui, L'homme politique, je vais également interroger l'homme politique. C'est un spectacle. D'abord, l'analyse de ce que vous voyez depuis quelque temps à Douala. Comme j'ai dit, il ne se passe pas de mois, de semaines, sans que les populations ne soient en pleurs. On est venu casser. Quelqu'un se revendique être propriétaire de l'espace. Comment ça se passe? Il y a mieux que ça, c'est rien. Vous allez au cadastre ou bien à la préfecture, vous voyez une liste de 150 titres fonciers annulés. Ça dit qu'on a délivré les titres fonciers. Et après, on se rend compte que ces titres fonciers ne devaient pas être délivrés. Et on dit que ces titres fonciers sont annulés. Pendant ce temps, les gens ont construit. Et on refait de nouveaux titres fonciers. C'est n'importe quoi. C'est très compliqué. Et puis quand vous êtes dans un pays comme celui-ci, où il y a des municipalités, par exemple à Douala, il y a, je crois, combien de maires? 5 maires, 6 maires, si on met sur le Manoka. Oui, Manoka, et le maire de la ville, où l'occupation du sol se fait toujours avant l'urbanisation. C'est-à-dire que les gens arrivent, ils se débrouillent à s'installer. Quand ils ont fini de s'installer, alors des gens viennent de Bonanjo, je ne sais pas d'où, pour vous dire non, il devait avoir un route ici, il devait avoir ci, cela. Ils commencent à troubler les gens dans tous les sens. Je crois que c'est quand même dommageable. Hein. Les gens, on voit les gens investir. Mais le professeur Korok a dit qu'il faut d'abord se renseigner. S'il n'y a pas une route qui passe, comme vous dites. De toute façon, le maire lui-même, compte tenu de l'attractivité de la ville et du mouvement des populations, doit se connaître au moins combien de personnes s'installent dans sa ville en une semaine ou en un mois. S'il reste là, il dit on doit venir lui demander. Et puis après, il se rend compte que les gens sont installés. Est-ce qu'il y a une communication entre les autorités de la ville et puis les populations qui arrivent? Et puis les zones rurales. Les gens quittent les campagnes parce qu'il n'y a rien à faire là-bas. Moi, j'ai appris que le nouveau président de la région du littoral, dans les délibérations qu'ils ont votées à leur dernier conseil, leur premier conseil, ils ont décidé de réhabiliter la société Sodenkam. Ouais. Et j'espère que les gens vont commencer à raisonner comme ça, parce que ça pourra peut-être créer des pôles de rétention des personnes dans l'arrière-pays, parce que systématiquement tout le monde va à Douala. Les rues sont remplies de motos, puisque c'est le plus facile. Quand un enfant arrive, il a déjà 20 ans, même s'il ne peut rien faire, dès qu'on peut lui donner une moto, il n'a même pas appris à conduire, il monte dessus, il commence à rouiller, parce que le soir il aura 2000, 3000. Et ça fait que la ville se remplit de manière extraordinaire. Et les autorités de la ville ne font presque rien par rapport à tout cela. C'est-à-dire que c'est terrible. Vous avez vu, quand il y a eu le crash de l'avion qui est tombé à Mangapongo, le ministre Issa Chiroma, le maire de Douala 3e, les autorités, le gouverneur, mais ils sont arrivés là-bas, ils ont découvert toute une ville. Ils ont découvert. Ils ne savaient pas que les gens étaient là-bas. Il y avait des écoles, il y avait des commerces et tout ça. Tout le monde était ébahi. Et puis il y avait... Ils ont découvert la ville. Les gens prenaient la lumière sur 5 km et les ampoules étaient déjà complètement rougeâtres ou jaunâtres, je ne sais plus quoi. Donc les gens étaient installés là, ils vivaient comme ils pouvaient. Et puis, Bangapongo aujourd'hui est devenu un coin où les gens y vont parce que l'avion est tombé par là. Non, je crois qu'il faudrait qu'on fasse attention. Notre pays ne peut pas être géré de cette manière-là. C'est pas possible. Vous demandez au maire, le maire ne connaît même pas les limites de son arrondissement. Ils ne connaissent pas. Les gens, c'est les gens qui remplissent les marécages, ils remplissent les marécages, ils s'installent. Et comme j'ai dit, chaque fois que les gens vont d'abord occuper le sol et on va venir leur parler de l'urbanisation après, c'est un problème. Okay. Donc je pense que ces gens-là ne font pas leur travail. Ils sont là, ils sont dans les bureaux, ils sont assis. Il me souvient qu'au temps de Kouatobi, il y avait dans les années 80, il y avait des brigades de surveillance de toutes ces affaires-là. Surveillance de la voirie, même les rues. Chaque fois qu'il y avait un trou sur la chaussée, on venait mettre un tampon de goudron dessus. Et puis aujourd'hui, quand le trou commence, on le laisse, quand il devient presque un fossé sur la voie publique. C'est en ce moment que vous voyez les gens commencer à gesticuler autour de ça, on met les cailloux dans cette... Non, une ville comme Douala ne peut pas être gérée de cette manière. Donc, tout ce qu'ils font là, ils s'embrouillent, ils nous embrouillent, ils créent un embrouillement général, la ville est embrouillée. La ville est embrouillée. Vous ne pouvez pas casser les gens. Il y a 2 jours, je passais vers le Grand Mall, j'ai vu plus de 100 policiers et 100 militaires. Je me dis, qu'est-ce qu'il y a ici? Ils se préparent pour aller à la casse. Alors, chaque jour, les gens se préparent pour aller à la casse. Ils sont en route, ils se préparent pour aller. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, on ne peut pas gérer notre ville comme ça. Il faudrait que ces gens-là deviennent un peu professionnels. C'est hallucinant. Ils se préparaient pour aller à la casse. Pour aller à la casse. C'est-à-dire que c'est un boulot.
chaque jour, on dit, bon, on va par où? Ils se réunissent à la communauté urbaine, il y a les policiers municipaux, il y a la police, il y a la gendarmerie, on leur donne la direction, ils s'en vont casser. Non, mais Donc il y a une brigade pour la casse. Oui, ils sont là. C'est un nouveau métier qu'ils ont trouvé. Mais ce n'est pas possible. Et puis, vous allez à la préfecture, on vous a mis des titres fonciers, on vous montre 20, 50 titres fonciers qui ont été annulés. Et ça, c'est les sous-préfectures qui donnent les titres. Non, mais je dis à la préfecture, le préfet est le patron. Ça, c'est le préfet qui donne. Je dis que quand le titre foncier est annulé, on affiche au cadastre, on affiche au domaine et on affiche à la préfecture, madame. Nul n'est censé ignorer la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. Mais qui a d'abord délivré ce titre foncier qu'on annule tous les jours? Quelle est cette république là où les gens ils donnent des titres fonciers aux gens, les gens vendent les terrains, les gens s'installent, après on a eu les titres fonciers, et ceux qui ont acquis ces terrains, je ne sais pas par quel moyen, viennent dire c'est à nous. Ces gens qui sont en train de se plaindre là, on remplit un marécage, ils sont installés dessus. Quelqu'un a vu que le marécage est très bien, il a allé acheter le terrain, je ne sais pas chez qui, et maintenant il a obtenu un titre foncier. Ils vont leur dire, voilà le titre foncier. C'est exactement ce qui se passe. Sur des marécages. Voilà. Quelqu'un a eu ceux qui ont parlé là tout à l'heure au journal, on dit que quelqu'un a brandi un titre foncier. Oui, quelqu'un est venu. A brandi un titre foncier alors qu'ils sont là depuis. Donc il a vu que le marécage a été bien entretenu. Il allait voir, je ne sais pas, le ministre ou le préfet, je ne sais pas qui. On lui a fabriqué un titre foncier. Il vient de se présenter, il amène les casseurs. On vient casser. Voilà ce que nous vivons. C'est la même brigade. Vous avez reconnu la brigade? Non, vous avez vu au monde tous les jours. Allez à la voirie de la communauté urbaine. On va vous dire qu'aujourd'hui c'est à tel endroit, c'est à Bonnerie, c'est à Gassan. C'est pas possible. C'est pas possible, pas vivre comme ça. Voilà, monsieur le maire, Emmanuel Kouni a parlé de comment faire pour rendre les zones, empêcher les jeunes en fait de converger vers la ville. Et il y a justement Sodenkam, vous connaissez mieux la localité. Tous les départements auront un gros projet. Voilà, c'est ça. Voilà. Non, qu'elle laisse ça. Nous avons la chance. Ça fait 40 ans que nous l'avons. Non, nous avons la chance d'avoir sur le plateau les conseillers régionaux. Ça ne veut rien dire. Non, on ne peut pas dire ça. Est-ce que c'est maintenant que le Cameroun, donc c'est maintenant qu'ils commencent à comprendre comment va bouger le Cameroun après 40 ans? Quand on a vu le parti, c'est là qu'ils vont commencer à nous apporter des projets. Oui, elle dit qu'un projet. C'est trop Vous tard. dites qu'on commence par Sodenkam, c'est ça? Il y a tous les départements auront un projet. On a bien entendu. Un projet à forte intensité de main-d'œuvre pour permettre aux jeunes de rester. Pourquoi maintenant? Parce qu'il y a les conseils régionaux. Ok. Et il y a la décentralisation. Monsieur le maire. Et maintenant, il y aura des services. Cette situation déplorable, j'ai envie de demander à qui la faute? Eh bien, c'est une faute collective. Parce que quand vous voyez on casse les maisons, c'est une affaire de malgouvernance foncière et résidentielle. Je peux le dire parce que le déficit d'information entre le citoyen et les gouvernants est tellement énorme quand vous devenez maire, par exemple, que vous vous dites, mais qu'est-ce qu'on a foutu depuis 40 ans dans ce pays? Parce que les villes comme Douala, Yaoundé, Bafoussam sont des villes sous invasion anarchique. Il suffit que vous débarquez à Douala, vous trouvez un espace, vous ne connaissez pas l'histoire de l'espace. Vous vous installez. Vous vous installez. Quelques années après, vous vous rendez compte que vous êtes installé sur un espace qui a appartenu à quelqu'un. Eh bien, ça crée des problèmes. Il y a nécessité de revenir sur ce qu'on appelle la gouvernance foncière et la création du confort résidentiel. C'est d'autant plus grave que vous avez des structures qui ont été créées depuis les indépendances. Je peux dire encore soit idiot, la Maïture, la société immobilière, et naturellement les services déconcentrés de l'État qui n'ont pas fait leur job. Parce que l'intelligence, s'il y a de la malgouvernance foncière, se situe où? Au ministère des Domaines, où des gens débarquent avec de l'argent, font ce qu'ils veulent, occupent anarchiquement sans tenir compte des voies d'écoulement des eaux, des infrastructures routières à construire demain, des zones résidentielles à mettre en place demain. Et comme il y a malgouvernance, ça crée ce qu'on appelle un dysfonctionnement général. Aujourd'hui, on est dans une situation où il est impératif de rétablir l'ordre. Et rétablir l'ordre, ça ne tient pas compte du fait que vous ayez construit une maison. Ça tient compte du fait qu'on veut donner à la ville une nouvelle allure, une nouvelle élégance, une nouvelle façon d'être. Et ça, on est obligé de casser. Mais, monsieur le maire, on a souvent, la question qui revient très souvent, c'est pourquoi on laisse faire? On voit comment les gens s'installent. On ne dit rien. On ne dit rien jusqu'à ce qu'ils atteignent un niveau. Normalement, Serge, ce qui devrait se passer, la Maïture a échoué dans sa mission d'aménagement
Parce que Maïtur, c'est mission d'aménagement et d'équipement des terrains urbains et ruraux. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la Maïtur serait en train de présenter les zones habitables, les zones aménagées. Mais depuis que Amadou Ahidjo est mort, c'est comme si Maïtur n'existait plus. Non, il s'occupe seulement de Kansik. Hein. Mais c'est pas normal. On dit bien qu'il s'occupe des terrains urbains et ruraux. Ça veut dire que tout ce que nous voyons comme anarchie résidentielle là, Maïtur est responsable de cela. Est-ce que c'est le gestionnaire de la Maïtur? Est-ce que c'est l'État qui n'a pas suffisamment mis les ressources? Et quand on parle aujourd'hui de décentralisation, je prends un exemple simple. Il y a une loi qui a été votée, donner 15% du budget aux collectivités territoriales décentralisées. On ne les donne pas. Je suivais encore le ministre de la décentralisation parler tout à l'heure. On a l'impression qu'il faut supplier Yaoundé pour qu'il y ait décentralisation. Si vous ne comprenez pas que le taux de croissance, du moins, le taux d'aménagement et de construction nationale est fonction du pourcentage du budget que vous donnez aux collectivités, vous n'avez rien compris, vous n'êtes pas à votre place. À la limite, il faudrait que le président de la République frappe du poing sur la table, parce qu'on ne peut pas comprendre que 60 ans après les indépendances, les collectivités territoriales peinent à trouver les ressources pour créer un espace aménagé, pour attirer l'investissement. C'est bien beau quand on me dit aujourd'hui les régions vont venir créer des projets. Ça fait des années j'avais proposé qu'on crée la SAIDER, Société agro-industrielle de développement économique rural. Ça fait des années. Même en tant que maire, j'avais proposé cela. Aujourd'hui, c'est comme si c'est la lumière qui sort du ciel. On dit on va vous mettre des projets dans les départements et autres. Mais il y a des aspects technico-économiques qu'il faut tenir compte. Ce n'est pas parce que vous allez dire qu'on a mis un projet que ça va marcher. Non. Il y a un système de production qu'il faut penser. Il y a une intelligence derrière. Si c'est juste des gouffres financiers que vous allez créer, eh bien, ces jeunes vont partir et ils vont revenir en ville. Parce que le projet... Emmanuel, vous dites que rien ne marchera. Pourquoi? Non, vous êtes pessimiste. Ce que je voudrais dire, pour ne pas nous éloigner de Oui. la chose, c'est que le désordre urbain, il faut y mettre un terme. C'est une chose. Et ça passe par une nouvelle communication entre gouvernants et gouvernés. Il faut que les maires, les présidents de région aient une plateforme numérique où chacun peut, à partir de son point GPS d'occupation, savoir s'il est sur une voie habitable ou constructible. Ça, aujourd'hui, avec les technologies, c'est faisable. Un site internet, vous tapez, vous savez que ici, je suis sur une zone non constructible. Et quand vous occupez cette zone, vous savez vous-même que vous êtes en infraction. Et c'est possible. Il faille aujourd'hui que les Camerounais apprennent à travailler main dans la main avec ceux qui dirigent et administrent la ville. Ces théâtres que nous voyons là, c'est déplorable parce que c'est des familles. C'est des parents qui sont en année scolaire, qui sont venus à Douala se bâtir, chercher leur vie. Mais en pleine année scolaire comme ça, vous les jetez à la rue, c'est pour que ces personnes-là aillent où? Alors je crois qu'il est temps de faire un budget de réaménagement des villes. Ce budget de réaménagement de villes permettra à la Maïtur, par exemple, de créer des espaces où reconvertir ces personnes-là afin qu'elles ne soient plus sans abri. Je crois qu'on peut faire quelque chose avec plus d'élégance. S'il vous plaît, monsieur le maire. Oui. Non, je m'excuse, mais vous avez dit en prenant la parole que nous sommes tous responsables. Non, monsieur le maire. Nous, la population du Cameroun, nous vous élisons pour vous donner nos responsabilités de vous occuper de l'État. Quand vous dites nous sommes tous responsables, c'est gênant. Et ce qui me plaît bien, c'est qu'à la fin, vous dites bien, le problème de mal-gouvernance se pose. Et vous avez raison. Le problème au Cameroun, ce n'est pas tant le problème des villes qu'on va voir aujourd'hui. Partout dans le monde entier, il s'agit d'un aménagement du territoire. Il y a des zones qui ne doivent jamais être occupées. Il y a des zones faites pour les cultures. Et avant de faire tout aménagement, on s'occupe de la circulation des eaux. Et après, on définit quelles sont les zones cultivables, quelles sont les zones habitables et quelles sont les autres. Nous avons bénéficié. Il y a ce qu'on appelle des hommes têtus. Ça veut donc dire que l'État ne joue pas son rôle. Il va rester. S'il vous plaît, un individu ne peut pas être têtu par rapport à l'État. Nous vous avons confié les responsabilités pour nous tenir en ordre parce que cet État qu'on vous donne a le législatif, l'exécutif
et le judiciaire. Il ne peut rien faire. Donc, ça veut dire que si c'est des individus qui deviennent plus forts que l'État, on est dans un État où les individus sont plus forts que l'État, ça ne va plus. Il faudrait donc, comme vous parlez de gouvernance, que l'autorité de l'État soit permettre à ce que chacun puisse se comporter de la bonne manière. Et c'est ça l'autorité de l'État cassée. Voilà, sauf que vous avez violé, s'il vous plaît, Il y a l'État, un plan permettez- d'urbanisme que les gens doivent consulter. qui ils ont violé, ne consulte un pas ce maire plan devrait être d'urbanisme. capable de savoir tous les contours de son département et de surveiller, puisqu'il est le policier, suivant la loi, de la zone qu'il occupe. Il devrait être capable, je ne suis pas sûr qu'un seul maire, que ce soit à Douala ou partout, puisse être capable de connaître sa population. Qui plus est, Comment ça? excusez-moi, bon, sauf si vous le savez bien, mais je veux dire, il faudrait aujourd'hui qu'au Cameroun, qu'on comprenne que ceux à qui nous donnons nos votes doivent être capables d'imposer l'autorité de l'État en le respectant eux-mêmes. quand vous commencez, vous posez des questions. Permettez-moi Quand vous commencez un élevage Monsieur derrière la maison de votre voisin, Kounié a dit tout à l'heure, et que des demain vous titres saisissez, fonciers qui sont signés par l'État nous sont sommes tous demain. responsables. Dit qu'ils sont faux. Voilà. Peut-être qu'ils sont faux. Alors, quand vous dites nous sommes tous Annulé. responsables, on devient, on Apprenons se à trouve en respecter anarchie. la loi. Apprenons à respecter C'est la lui loi. qui doit faire respecter la Apprenons loi, à c'est l'État. respecter les limites de la route. C'est normal. Il y a un Quand problème. déjà vous violez l'espace public pour agrandir votre concession, demain on vous casse, vous faites la victime. Pourtant, au départ, vous saviez que votre titre foncier était de 400 mètres et s'arrêtait à un point donné. Mais à déficit de contrôle permanent, vous avez agrandi votre barrière, vous êtes passé. Monsieur le maire, vous déviez le débat. Vous avez même C'est pour ça occupé qu'il les s'agit, vous emprises. occupez des espaces Qui lui donne Nous sommes tous l'autorisation responsables et de je pèse construire. mes mots. Toutes ces Il y a des personnes passées gens là qui n'ont sont pas spécialistes d'autorisation. d'occupation des vides. Et quand vous occupez un vide, et demain on vient vous dire que ici ce n'était pas un vide, il était prévu ici un centre commercial. Je prends le La cas du loi parcours est là Vita. pour ça. Il y a un Vous véhicule. voyez le parcours Vita. Au parcours Vita, vous avez toute une zone qui est en friche parce que des titres fonciers se chevauchent. Or, le parcours Vita a une utilité publique définie depuis des années. Qui a donné le titre, monsieur le maire? Oh. Allez vous renseigner Moi, à la je voudrais- communauté je voudrais- urbaine, je voudrais- à la ville. Maintenant, Oui, les oui. titres- Des gens vont construire là-bas Je vous en demain. prie, monsieur le maire. Je termine. Oui, termine. Des gens vont construire dans ces espaces et demain, quand on va casser, ils vont dire qu'ils sont victimes. Qui leur donne Pourtant, l'autorisation à la d'implanter? municipalité, il est bien défini que ces zones-là sont des zones réservées d'utilité publique. Ok. Emmanuel Kouy. Chaque fois que vous avez un travail à faire, il faut. Le tout n'est pas de dire on va. Avez-vous les moyens de le faire? Voici une ville, la ville de Douala. La ville d'Abidjan a la même taille que la ville de Douala. Le budget de la ville d'Abidjan, c'est 100 milliards. Oui. Celle de Douala, c'est 50 milliards. Voilà les conseils régionaux, ils ont eu 3 milliards. Ils sont en train de parler de Sodenka. 3 milliards, c'est combien? Ils n'ont pas, vous ne pouvez pas. Quel est ce pourcentage? Ces moyens que on vous a donnés. C'est insuffisant. Ouais, je suis d'accord. C'est pour Oui. vous dire que vous n'avez pas les moyens de votre politique. Donc, quand vous dites que les gens doivent, le problème du Cameroun, c'est que le peu d'argent qui existe est volé. Une bonne partie, une petite partie est mise à la disposition des gens. Oui. Et cette partie-là ne leur permet pas, n'est-ce pas, de faire le travail qu'on leur demande de faire. Alors, tout ce qu'on leur demande n'est pas faisable. Parce Alors, que le- quand vous êtes délégué maire de la ville de Douala et on vous donne 50 milliards, la ville de Douala a 600 km de train. À la date d'aujourd'hui, il n'y a que 200 km de train qui sont construits. Allez à Abidjan, vous allez voir que presque tous les trains sont construits. Et quand vous donnez 50 milliards au maire de la ville de Douala, il ne peut pas faire grand-chose. Allez à Bonanjo, vous allez voir que tous les trottoirs sont cassés. S'il commence à faire ce travail, avant le mois de juin, il aura fini son budget de l'année. Il aura fini son budget de l'année. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Cameroun a un vrai problème. C'est qu'il n'y a pas une vision. Il n'y a pas une vision. Quand vous avez de l'argent public, vous devez définir les objectifs à atteindre. Et vous devez vous arranger pour que les moyens que vous avez puissent vous permettre d'atteindre ces objectifs. Est-ce que les objectifs sont définis? Non. Voilà. Donc les gens naviguent à vue. Les gens sont maires dans un arrondissement. Ils ne savent pas quelle est la limite de l'arrondissement. Ils ne savent pas où est-ce qu'ils peuvent aménager. Ils découvrent que les gens s'installent. Et je vous ai dit au départ que tant que l'occupation du sol va précéder l'urbanisation, on va être dans cette situation. Vous allez aller dans un endroit, il n'y a pas d'aire de jeu. Parcourez toute la ville de Douala, il n'y a plus d'aire de jeu. On a vendu. Là où les enfants jouaient, tout a été vendu. Les cimetières,
Presque pas. C'est la responsabilité Alors, de tous. tout a été occupé. Oui, Et les autorités qui doivent, n'est-ce pas, s'occuper de la surveillance de ces choses-là, parfois n'ont même pas les moyens pour leur permettre, n'est-ce pas, de se déployer et de faire le travail. Ça veut dire que l'État a failli. C'est la faillite de l'État. Ça, c'est ça qu'il faut intégrer. Oui, je voulais dire, Monsieur Kounié, j'ai dit souvent, vous aliénez la population. Parce que les gens qui vous écoutent là tout à l'heure, ils sont prêts à ramasser les machettes pour aller même couper les têtes des mairies. Alors que vous n'avez pas raison. Parce que ceux qui sont dégagés comme ceux qui sont là, c'est des gens qui construisent sans autorisation. Il faut déjà le dire. Et quand vous construisez sans autorisation, et quand vous... Combien de personnes construisent avec l'autorisation? Mais écoutez, monsieur Kouni, les terrains de Douala sont du domaine privé et du domaine public de l'État. Donc, avant que quelqu'un ne mette un piquet quelque part, il doit se renseigner. Et s'il ne s'est donc pas renseigné, il n'a que ses yeux. Et en cas de nécessité, madame, qu'est-ce que vous appelez nécessité? Moi, il y a nécessité, non. Les gens s'installent. Il faut apprendre à éduquer les gens. Non, c'est pas mon rôle. Parce que les gens ne doivent pas occuper le marécage. J'ai dit que mes enfants, je suis pas. Si vous permettez, j'ai un titre foncier que j'ai payé à l'État. Mais maintenant, tous les timbres. Je vous donne un exemple. Laissez. Et puis le titre a fait comment? Actuellement, le nouveau titre foncier, si vous savez ce qui se passe, il faut le rattachement. Parce que ils ont derrière les GPS pour éviter qu'il n'y ait pas le titre qui se chevauche sur le même espace. Donc, quand vous avez un titre foncier, il faut qu'il soit rattaché à un domaine. Même si vous êtes aux États-Unis, vous devez savoir qu'à tel endroit, M. Kounié a son titre foncier. Tout le monde doit devenir écoutez. Mais les gens cherchent le moins cher. Même quand on a mis les croix sur des bâtisses, les gens disent que la croix de l'administration ne sert à rien. Quelque temps après, ils reviennent. On les dédommage, on leur donne d'autres espaces. Ils sont recasés. Ils sont recasés, mais en partant. Écoutez, moi je vais vous dire... Vous me montrez les zones de recasement. Les zones de... On a recasé. Vous lisez les choses dans les livres. On a recasé tout le monde en Colombo. Si vous permettez, je peux vous donner un exemple concret. En Colombo. Mais maintenant, ceux qui sont ici, à Douala 2e, il y a les gens qui ont été dédommagés depuis une trentaine d'années, même en Dokoti. Mais ils ne disent pas la vérité. Quand quelqu'un vient et dit « Donne-moi 500 000, je te vends le terrain », ça c'est des escrocs. Donc vous n'allez pas mettre un militaire ou bien un policier derrière chaque citoyen. On dit tel endroit est non édificant. On ne peut pas vous donner l'autorisation de le faire. Vous dites ça coûte moins cher. Vous l'occupez. Ok. Si vous permettez, madame, je peux vous donner un exemple de lotissement. Nous étions un groupe à nous présenter chez le notaire pour payer un terrain. Les dossiers ont été introduits par le notaire. Ce terrain, après débat en justice et tranché par la Cour suprême, a donné des titres à tous ceux qui étaient là. Je peux vous dire qu'il y a 3 ans, ce titre avait été annulé suite à une décision de la Cour suprême qui a été vendu à d'autres personnes. Et je vous rappelle qu'il y a 1 mois, le même ministre revenait sur la décision de la Cour suprême. L'annulation de l'annulation. Voilà, pour y habiliter. Ce n'est pas le même quand même. On fait l'annulation de l'annulation. Je suis propriétaire, madame. Vous pouvez dire que qu'est-ce qu'on a fait de votre titre? Pardon? C'est ce que nous voulons écouter. Je vous dis bien qu'il a été réhabilité après avoir été annulé. Mais ce n'est pas le même ministre, c'est ce que... Non. On le vous ministre a donné vous permettez au moins que je vous dise ce qui s'est passé. L'annulation de l'annulation. C'est pour dire que tout simplement, espérons que les régionales vont permettre que les décisions foncières soient prises par les régions au lieu que les décisions soient prises directement par Yaoundé. Parce que ça pose pas mal de problèmes. Ça, c'est une autre histoire. Merci professeur Nkoyo d'être venu. Merci Richard. Merci Emmanuel Kounié. Voilà. Vous dites bonjour à la brigade qui casse partout. Qui casse partout. Ouais, casse partout. C'est un boulot quotidien.
la semaine prochaine, vous savez, Qui savent. ils iront. Je les iront aperçois, je ne sais pas où ils vont. Je ne sais même pas où ils vont, je sais qu'ils sont là pour aller. Et ce sont des costauds. Hein. Bien sûr. Merci, monsieur le maire. Merci Serge, juste dire qu'il faut réhabiliter les espaces sportifs qui ont été occupés illégalement par quelques individus de très mauvaise moralité, parce que nos enfants n'ont plus d'aire de jeu, et il est impératif que ces aires de jeu qui nous ont vu grandir, qui nous ont fait connaître les grandes stars, toutes ces personnalités sportives aujourd'hui que nous avons, ont commencé à jouer quelque part dans ce doigt-là, où aujourd'hui vous avez des édifices qui s'y trouvent. Où est-ce que nos enfants pourront jouer demain? Les marchés ont été vendus, monsieur le maire. Voilà. Merci. Madame, monsieur, nous sommes arrivés au Les terme de ce cimetières. numéro. Et qu'il en soit, on se retrouve lundi lorsqu'il sera 19h. Bonsoir, Fagmimbang.